Oliver Nash arriva à Hartford Springs le dernier jour de septembre, alors que la ville se préparait déjà à l'automne. Les feuilles des arbres commençaient à jaunir, une légère brume enveloppait les matins, et l'air sentait la pomme et la fumée des cheminées. Il descendit de la diligence sur la place principale, époussetant son manteau de voyage bleu foncé, et regarda autour de lui. Hartford Springs était une petite ville prospère, avec des bâtiments en briques rouges à 2 étages, des rues pavées, des enseignes de magasins et de bureaux. L'odeur du pain frais de la boulangerie d'en face flottait dans l'air, et au loin, on entendait le marteau d'un forgeron. Oliver passa une main dans ses cheveux, sombres, légèrement bouclés, qu'il coiffait soigneusement chaque matin. À 29 ans, il avait toujours une allure distinguée, grand, avec des traits réguliers, des yeux bleus et cette élégance innée qui trahissait le gentleman. Mais son costume, bien que jadis taillé par le meilleur tailleur de Boston, avait perdu de son éclat. Les manchettes étaient légèrement usées, ses chaussures nécessitaient de nouvelles semelles et ses poches étaient pratiquement vides. Le domaine des Nash avait fait faillite 3 ans auparavant. Son père était mort, laissant derrière lui des montagnes de dettes et un manoir en ruine dans le Massachusetts. Oliver avait tenté de redresser la situation, mais chaque tentative avait échoué. La terre ne rapportait rien, les créanciers frappaient à la porte, et l'argenterie familiale avait depuis longtemps été vendue aux enchères. Sa dernière chance était une lettre d'un lointain parent, M. Harrington, directeur d'une petite banque à Hartford Springs. « Viens, neveu, il y a ici plusieurs parties dignes de ton rang. Un mariage avantageux résoudra tes problèmes. » Oliver n'était pas fier d'être venu ici dans ce but. Chercher une femme pour de l'argent lui semblait humiliant. Mais il n'avait pas le choix. Soit un mariage avantageux, soit la ruine totale et la honte pour sa famille. Je me sens mal à l'aise, mais je dois m'arrêter ici et avouer, je commence une histoire que vous avez déjà lue. Peut-être pas une fois. Un gentleman ruiné cherche une riche fiancée. L'intrigue est aussi vieille que l'institut du mariage lui-même. Déjà dans les chroniques médiévales, des chevaliers appauvris épousaient les filles de riches marchands. Dans les romans victoriens, c'était même un thème favori, un cliché, un stéréotype. Mais voici ce qui est intéressant. Les clichés vivent des siècles, non pas parce que les écrivains sont paresseux, mais parce qu'ils reflètent la réalité. En Amérique, dans les années 50 du 19e siècle, les mariages arrangés n'étaient pas une déviation de la norme, mais la norme elle-même. Surtout après les crises financières de 1837 et 1839, lorsque des dizaines de vieilles familles orientales se sont ruinées en une nuit. La terre a cessé de rapporter des revenus, les dettes se sont accumulées, et les manières et les portraits de famille ne peuvent pas être mis en banque comme garantie. Et ils sont partis. Des jeunes avec des noms retentissants et des poches vides. Dans des villes provinciales où les commerçants et les industriels faisaient de l'argent mais n'avaient pas de respectabilité. L'accord était simple. Tu obtiens de l'argent, elle, ton nom de famille et tes relations. Personne ne faisait semblant que c'était de l'amour. C'était un business. Oliver est l'un des centaines de tels. Et ils se sont vraiment mal à l'aise. Mais savez-vous ce qui est le plus cynique? Dans 50 ans, les historiens écriront que le milieu du 19e siècle était une époque de l'amour romantique, où les mariages étaient conclus par cœur. Un beau mensonge. Les mariages d'amour étaient un luxe pour les pauvres, ceux qui n'avaient rien à perdre. Les riches et les aristocrates appauvris marchandaient comme au bazar. Je pourrais faire semblant d'écrire quelque chose de nouveau, mais je ne le ferai pas. C'est une vieille histoire. Juste cette fois, je promets, elle se terminera différemment. Parce que parfois, très rarement, quelqu'un trouve le courage de briser le cercle vicieux. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Nous le découvrirons ensemble. Ainsi, Oliver est arrivé à Hartford Springs pour se vendre. Et il en a honte. Il est important de s'en souvenir. Il prit son unique valise
et se dirigea vers l'hôtel Victoria, où son oncle lui avait réservé une chambre. Le bâtiment à 2 étages, avec son balcon et ses volets verts, se trouvait à l'angle de la rue principale. À l'intérieur, l'air sentait la cire et le tabac. Derrière le comptoir se tenait un vieux commis en gilet qui vérifia le registre et lui tendit une clé. « Chambre numéro 7, 2e étage, monsieur Nash. Monsieur Harrington a dit qu'il vous attendait pour le dîner ce soir chez lui, à 7 heures. »« Merci, » dit Oliver, en prenant la clé et en montant l'escalier étroit. La chambre était modeste, mais propre. Un lit avec une tête de lit en fer, une commode, une chaise, une fenêtre donnant sur la rue. Oliver posa sa valise, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. En face se trouvait une blanchisserie, un petit bâtiment avec une enseigne « Blanchisserie de Madame O'Malley », d'où s'échappait de la vapeur. Dans la cour, du linge séchait sur des cordes, et près de l'entrée, une jeune femme étendait des draps. Elle était petite, avec une silhouette que sa simple robe de travail couleur sable ne cachait pas. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude, son tablier maculé de mousse de savon. Ses cheveux roux, ébouriffés par le travail, s'échappaient de ses épingles et virevoltaient autour de son visage. La jeune femme fredonnait quelque chose en étendant le linge avec une telle légèreté que cela ressemblait plus à une danse qu'à un travail. Oliver observa brièvement, sans y prêter attention. Juste une blanchisseuse de la ville. Il se détourna, ouvrit sa valise et commença à en sortir ses affaires. Une rencontre avec son oncle l'attendait ce soir, il fallait donc se préparer. À 7 heures du soir, Oliver se tenait devant la maison de Harrington, un imposant manoir à 2 étages en périphérie de la ville. Il fut accueilli par un majordome qui le conduisit à la salle à manger, où M. Harrington était déjà assis à une longue table. Un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au visage bonhomme. « Oliver, mon garçon !» Il se leva et étreignit son neveu. « Je suis ravi de te voir. Assieds-toi, assieds-toi. Le dîner est servi. » Ils s'assirent, et le domestique commença à servir les plats. Rôtis, légumes, pain frais, vin. Oliver mangeait, écoutant son oncle qui parlait des affaires de la banque, des nouvelles de la ville, du temps. « Eh bien, » dit enfin Harrington en buvant un verre de vin, « passons au principal. Tu n'es pas venu ici sans raison, n'est-ce pas ? » ?»« C'est vrai, mon oncle. J'ai besoin d'aide, de stabilité financière. Et tu as mentionné dans ta lettre des partis possibles. » Harrington hocha la tête. « Il y a un parti très avantageux ici. Virginia Brown, la fille de la veuve, Madame Eloise Brown. » Le défunt M. Brown était propriétaire d'une usine textile. Il a laissé une fortune à sa femme et à sa fille, une fortune considérable. Oliver se redressa. « Quel âge a Mademoiselle Brown ? » 23 ans, instruite, bien élevée, belle. Certes, elle a un caractère difficile, mais avec de l'argent, on peut supporter. Et sa mère ? Madame Brown est une femme autoritaire. Elle cherche pour sa fille un mari avec un nom, une position. Ton nom de famille, Oliver, signifie toujours quelque chose dans l'Est. Les Nash sont une vieille famille. Cela l'attirera. Oliver resta silencieux, assimilant l'information. Une vieille famille. Oui, autrefois c'était vrai. Mais maintenant, il ne restait de la famille que des dettes et un manoir vide. J'organiserai une rencontre, continua Harrington. Après-demain, Madame Brown donne un dîner. Tu seras invité. Fais bonne impression, sois charmant. Il cherche un gentleman. Et tu conviens. Je ferai de mon mieux, répondit sèchement Oliver. Après le dîner, il retourna à l'hôtel. La nuit était tombée, les lanternes projetaient des cercles de lumière jaune sur le pavé. Oliver marchait lentement, réfléchissant. Un mariage avantageux.
Virginia Brown. L'argent qui résoudrait tous les problèmes. C'était rationnel, raisonnable. Mais ses pensées le rendaient d'une certaine manière mélancolique. À l'angle de la rue, il entendit rire. Il se retourna. La même jeune femme rousse qu'il avait vue le matin sortait de la blanchisserie. Elle portait une sorte de châle sur les épaules et, sous son bras, un panier de linge propre. Elle se dirigeait vers les maisons, riant encore de quelque chose. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle avait des yeux verts, vifs, pétillants, avec des étincelles espiègles. Elle lui fit un signe de tête, comme à une vieille connaissance, et passa, fredonnant la même mélodie que le matin. Oliver resta là, la regardant s'éloigner. Une sensation étrange, comme si quelque chose d'important avait flashé, mais il n'avait pas réussi à le saisir. Il secoua la tête, chassant les pensées, et entra dans l'hôtel. Le lendemain, Oliver décida d'explorer la ville. Il devait s'habituer à ce nouvel endroit, comprendre où se trouvait quoi. Il parcourut la rue principale, entra dans un magasin, à la bibliothèque, dans un saloon. Partout, il fut accueilli poliment, mais avec curiosité. Un étranger dans la ville attirait toujours l'attention. Vers midi, il entra dans un petit café à l'angle de la place. Il commanda un café et un sandwich et s'assit près de la fenêtre. À la table voisine, deux dames d'âge moyen discutaient des derniers potins. Oliver écouta involontairement. « Avez-vous entendu dire que Madame Brown cherche un mari pour Virginia ? Bien sûr, c'est la 3e année. Mais la fille est si capricieuse. Elle en a rejeté un parce que sa moustache n'avait pas la bonne forme, un autre parce qu'il ne lisait pas les bons livres. Et quelle fortune! N'importe qui serait heureux. L'argent n'est pas tout, ma chère. Avec un tel caractère, la vie est difficile. » Oliver sourit. Donc, la tâche ne serait pas facile. Mais il ne pouvait pas se permettre le luxe de choisir. En sortant du café, il décida de se promener vers la rivière qui coulait en périphérie de la ville. Le sentier passait devant la blanchisserie, et Oliver revit la jeune femme. Cette fois, elle se tenait près d'une grande cuve, lavant du linge. Les manches retroussées, le visage rougi par la vapeur et le travail. À côté d'elle, se tenait une femme âgée, apparemment Madame O'Malley. « Annie, ma chère, repose-toi un peu, » dit la vieille femme. « Tu es debout depuis le matin. »« Oh, ça va, Madame O'Malley, » répondit joyeusement la jeune femme. « Je finirai ce lot et je pourrai me reposer. » Sa voix était claire, avec un léger accent irlandais. Elle travaillait vite, habilement, sans gestes inutiles. Et elle fredonnait à nouveau, une chanson joyeuse. Oliver passa, essayant de ne pas attirer l'attention, mais Annie leva la tête, le remarqua et sourit, largement, ouvertement, sans aucune coquetterie. « Bonjour, messieurs !» cria-t-elle. « Il fait beau, n'est-ce pas ?» Oliver s'arrêta, légèrement gêné. D'habitude, les jeunes femmes inconnues ne lui parlaient pas si simplement. « Oui, il fait beau », répondit-il, en soulevant son chapeau. « Vous êtes nouveau en ville ? Je ne vous ai jamais vu auparavant. »« Je suis arrivé hier. »« Eh bien, bienvenue à Hartford Springs. C'est un bel endroit ici. Les gens sont gentils, l'air est pur. Vous aimerez. » Elle parlait comme s'ils étaient de vieux amis. Oliver ne savait pas comment réagir. « Merci, » dit-il prudemment. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez nous voir. » Annie fit un signe de tête vers la blanchisserie. « Nous faisons la meilleure lessive des environs, et ce n'est pas cher. » Madame O'Malley rit. « Annie, ne harcèle pas le gentleman. Il n'est pas venu pour la lessive. » « Et si ?» Annie fit un clin d'œil à Oliver, et il sourit involontairement. « Je prendrai votre offre en considération, mademoiselle. »« Annie, juste Annie. Le nom de famille n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?»« Oliver Nash, » se présenta-t-il. « Enchanté, monsieur Nash. Eh bien, je ne vous retiens pas. Bonne journée. »
Elle retourna à son travail, et Oliver continua son chemin. Mais tout le reste de la journée, son sourire, son rire, la facilité avec laquelle elle parlait, lui trottaient dans la tête. Le soir, en se préparant à dormir, il pensait au dîner à venir chez les Brown. Il fallait faire bonne impression, être charmant, poli, se montrer un digne candidat. Tout cela pour l'argent. Tout cela pour sauver le nom de famille. Mais d'une manière ou d'une autre, ses pensées revenaient sans cesse à la rousse de la blanchisserie, qui chantait en travaillant et souriait aux inconnus, comme à de vieux amis. « Des bêtises, » se dit-il en soufflant la bougie. « Ce n'est qu'une blanchisseuse. Tu es ici pour Virginia Brown. » Mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Le dîner chez les Brown était prévu pour 6 heures du soir. Oliver passa toute la journée à se préparer. Il repassa son meilleur costume, brossa ses chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent, arrangea ses cheveux. En regardant son reflet dans le miroir, il voyait le gentleman qu'on avait fait de lui. Impeccable, élégant, digne des meilleurs salons de Boston. Mais au fond de lui, il y avait un sentiment désagréable. Comme s'il se préparait non pas à une soirée mondaine, mais à des négociations commerciales. La maison des Brown se trouvait dans la partie la plus respectable de Hartford Springs, sur une large avenue bordée de chênes. Le manoir de 3 étages en briques sombres avec des colonnes blanches et un jardin bien entretenu parlait de lui-même. Ici vivait l'argent. De l'argent réel, sérieux. Oliver monta les marches du perron et sonna. La porte fut ouverte par un majordome en livrée impeccable qui prit silencieusement son chapeau et son manteau et le conduisit dans un vaste salon. La pièce était meublée avec cette magnificence ostentatoire qui visait à montrer la richesse des propriétaires. De lourds rideaux de velours couleur bordeaux, des tapis persans, des meubles en acajou, un lustre en cristal, des tableaux dans des cadres dorés. L'air sentait les parfums coûteux et la cire à meubles. Plusieurs invités étaient déjà réunis dans le salon. L'oncle Harrington se tenait près de la cheminée, conversant avec un gentleman âgé. 2 jeunes hommes discutaient vivement près de la fenêtre. Et au centre de la pièce, telle une reine sur son trône, trônait Madame Eloise Brown. Elle avait environ 50 ans, mais elle faisait de grands efforts pour paraître plus jeune. Son corset était si serré que la respiration semblait difficile. Une robe en soie émeraude, lourde, avec des incrustations de dentelle et de nombreux volants. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure complexe, avec des boucles et ornés d'un peigne serti de pierres. Autour de son cou, un collier massif, à ses doigts, plusieurs bagues. Son visage était poudré, ses lèvres maquillées. Elle se tenait avec cette froideur majestueuse qui laissait entendre elle était la maîtresse des lieux, et tout le monde devait s'en souvenir. À côté d'elle, sur le canapé, était assise une jeune femme, Virginia Brown. Oliver s'arrêta, l'évaluant du regard. Virginia était belle, on ne pouvait le nier. Des traits réguliers, de grands yeux bruns, des cheveux foncés coiffés en une élégante coiffure. Une robe en mousseline rose, avec des perles sur le corsage, lui allait parfaitement. Elle tenait un éventail et semblait poser pour un portrait. Mais son regard avait quelque chose de froid, d'évaluateur. Elle regardait les invités comme si elle les classait mentalement. Celui-ci est digne d'attention, celui-là non. Harrington remarqua son neveu, l'appela d'un geste. « Madame Brown, permettez-moi de vous présenter mon neveu, Monsieur Oliver Nash, des Nash de Boston. » Madame Brown tourna la tête, jeta à Oliver un long regard scrutateur. Il le soutint calmement, s'inclina. « Monsieur Nash », elle tendit la main, et Oliver la toucha brièvement de ses lèvres. « J'ai entendu parler de votre famille, une vieille lignée, si je ne me trompe.
Exactement, madame. Les Nash vivent dans le Massachusetts depuis 4 générations. Louable, de nos jours, si peu de gens apprécient l'origine. Elle désigna sa fille. Ma fille, mademoiselle Virginia Brown. Virginia tendit la main, et Oliver répéta le geste. Ses doigts étaient froids, malgré la pièce chaude. Monsieur Nash. Sa voix était mélodieuse, mais sans chaleur particulière. J'espère que vous apprécierez notre modeste dîner. J'en suis sûr, répondit poliment Oliver. Il s'assit dans un fauteuil en face, et Madame Brown commença une conversation mondaine. Elle posa des questions sur Boston, sur son éducation, sur ses projets. Oliver répondit prudemment, évitant des questions directes sur sa situation financière. Il parla de l'histoire familiale, des voyages, des livres, tout ce qui convenait à un gentleman. Virginia écoutait en silence, n'intervenant que rarement. Elle était instruite, cela se sentait. Elle connaissait la littérature, la musique, parlait français. Mais dans chacun de ses mots transparaissait la même froideur que dans son regard, comme si elle évaluait une marchandise sur un marché. Quand le dîner fut annoncé, tous se dirigèrent vers la salle à manger. La longue table était dressée avec luxe, argenterie, verre en cristal, assiettes en porcelaine à bordure dorée. Les plats étaient servis les uns après les autres. Soupe de homard, rôti de chevreuil, canard à l'orange, légumes, plusieurs sortes de pain, dessert. Oliver était assis à côté de Virginia et s'efforçait de maintenir la conversation. Il parlait de théâtre, des derniers livres, de politique. Virginia répondait, mais sans grand enthousiasme. Elle s'intéressait davantage aux détails de sa vie à Boston. Quel bal il fréquentait, avec qui il était ami, quelle position sa famille occupait dans la société. « J'ai entendu dire que les Nash possédaient un grand domaine », remarqua-t-elle en coupant élégamment son canard. « Est-ce toujours le cas ?» Oliver sentit ses épaules se tendre. La question était directe, presque indécente pour une conversation mondaine. « Le domaine est dans la famille », répondit-il évasivement. « Mais ces dernières années, je me suis plus occupé d'autres affaires. »« Lesquelles exactement ?» Madame Brown leva un sourcil. « Des investissements, des entreprises. » Le mensonge n'était pas facile, mais il n'avait pas le choix. « Sage », hocha-t-elle la tête. « L'argent doit travailler, pas rester inactif. » Le reste du dîner se déroula sur le même ton tendu. Oliver sentait qu'il était examiné, évalué, pesé. C'était humiliant, mais il tint bon. Il souriait, répondait, était charmant. Quand le dîner fut terminé, les dames se retirèrent au salon. Les hommes restèrent pour le brandy et les cigares. Harrington tapota l'épaule d'Oliver. « Tu t'en sors bien, mon garçon. Madame Brown semble intéressée. »« Elle est plus intéressée par mon compte en banque que par moi, » remarqua sèchement Oliver. « C'est ainsi que le monde fonctionne, neveu. Les mariages sont faits par calcul. L'amour est un luxe que seuls les pauvres peuvent se permettre. » Oliver termina son brandy, sentant l'amertume non seulement de la boisson. 1 heure plus tard, il prit congé et quitta la maison. La nuit était fraîche, la pleine lune brillait au-dessus. Oliver marchait lentement, sans se presser de retourner à l'hôtel. Le dîner lui avait laissé un goût désagréable. Virginia était belle, riche, instruite, tout ce qu'il fallait. Mais à ses côtés, il se sentait comme étouffé dans un espace trop étroit. En passant devant la blanchisserie, il entendit rire. Il s'arrêta, surpris. Dans la fenêtre du rez-de-chaussée, où se trouvait apparemment la partie habitation, une lumière brillait. Et des voix s'en échappaient, joyeuses, décontractées. Oliver n'avait pas l'intention d'épier, mais la curiosité l'emporta. Il s'approcha. Dans la fenêtre éclairée, on pouvait voir une pièce simple,
une table en bois, quelques chaises, des étagères avec de la vaisselle. Autour de la table étaient assis plusieurs personnes. Madame O'Malley, Annie, 2 autres hommes et une femme qu'Oliver ne connaissait pas. Annie racontait quelque chose en gesticulant, et tous les autres riaient. Elle portait une robe d'intérieur en calicot à petites fleurs, ses cheveux étaient détachés et tombaient sur ses épaules en vagues rousses. Son visage était rougi par le rire et la chaleur de la pièce. Et alors je lui dis « Monsieur, si vous pensez que je vais laver cette chemise avec de telles taches, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas une blanchisserie, c'est un laboratoire de chimie qu'il faudrait. » Annie mimait l'indignation, et tous riaient de nouveau. Oliver resta dans l'ombre, observant. Il n'y avait pas le luxe de la maison des Brown ici. Pas d'argent, pas de cristal, pas de robe coûteuse. Mais il y avait autre chose, de la chaleur. Une chaleur humaine, authentique, vivante. Annie leva la tête et regarda soudainement droit par la fenêtre. Leurs regards se croisèrent. Oliver se figea, prêt à partir, mais elle sourit, lui fit un signe de la main et lui fit un geste. « Entrez !» Il hésita. C'était inconvenant, entrer chez des inconnus si tard. Mais ses pieds le portèrent d'eux-mêmes vers la porte. Annie ouvrit quand il frappa. « Monsieur Nash, quelle surprise !» Elle était sincèrement ravie. « Entrez, entrez, nous sommes en train de dîner, ou plutôt, de finir de dîner. » « Je ne veux pas déranger, mais non, plus on est de fous, plus on rit. Madame O'Malley, nous avons un invité !» Elle le tira littéralement dans la pièce. Tous se tournèrent, le regardèrent avec curiosité, mais sans jugement. Madame O'Malley se leva, s'essuyant les mains sur son tablier. « Eh bien, monsieur Nash, asseyez-vous. Annie, mets une autre assiette. »« J'ai déjà dîné, merci, » commença Oliver, mais Annie avait déjà posé devant lui une assiette de ragoût de viande et de légumes. « Nous avons de la nourriture simple, pas comme les riches, » dit-elle joyeusement. « Mais c'est délicieux. Madame O'Malley cuisine mieux que quiconque dans la région. » Oliver s'assit, se sentant mal à l'aise dans son habit de soirée, parmi des gens en vêtements simples et décontractés. Mais tout le monde le traita si naturellement, comme s'il était un vieil ami. L'un des hommes, un gaillard costaud d'environ 25 ans, avec une barbe rousse, tendit la main. « Sean Donnelly, je travaille à la forge de l'autre côté de la route. » Oliver Nash. « Et voici ma femme, Mary. » Sean fit un signe de tête vers la femme à côté de lui, au visage rond et souriant. L'autre homme, plus âgé, se présenta comme Patrick, un ouvrier de la filature. « Alors vous êtes ce monsieur de Boston ?» demanda Mary. Annie a dit qu'elle vous avait vu. « Coupable. » Oliver sourit involontairement. « Et comment trouvez-vous notre petite ville ?» Annie s'assit en face, le menton appuyé sur sa main. Calme, paisible, très différent de Boston. « Et la grande ville vous manque ?» Oliver réfléchit. « Parfois, mais il y a sa propre agitation là-bas. Ici, c'est plus calme. » « Plus calme, mais plus ennuyeux, » rit Annie. « On ne peut pas vraiment s'amuser ici. Un seul saloon, une seule bibliothèque, et c'est tout. » « Mais les gens sont plus gentils, » intervint Madame O'Malley. « Dans les grandes villes, c'est chacun pour soi. » La conversation continua. Ils discutèrent des nouvelles de la ville, rirent des excentriques locaux et se disputèrent pour savoir si l'hiver serait précoce. Oliver écoutait, intervenant de temps en temps. Ici, il n'avait pas besoin de surveiller chaque mot, de peser ses phrases, d'être impeccable. Il pouvait simplement être. Annie racontait des histoires de la laverie, sur des clients capricieux, des incidents amusants, comment elle avait un jour confondu des commandes et donné de la lingerie en dentelle à un shérif sévère, et son uniforme à une vieille veuve. Vous auriez dû voir le visage du shérif quand il a ouvert le paquet. Elle riait, se couvrant le visage de ses mains. Je pensais qu'il allait m'arrêter sur le champ. Tout le monde riait,
Et Oliver aussi. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri aussi sincèrement. Quand l'horloge sonna 10 heures, il réalisa qu'il était resté trop longtemps. « Je dois y aller, dit-il en se levant. Merci pour votre hospitalité. Oh, ce n'est rien. Madame O'Malley fit un geste de la main. Revenez quand vous voulez. La porte est toujours ouverte. Annie le raccompagna à la sortie. Vous avez dîné quelque part aujourd'hui, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, en désignant son costume. Oui, chez des connaissances locales. Chez les Brown, je suppose, sourit-elle. Ils aiment organiser leur dîner mondain. Vous avez aimé? Oliver hésita à répondre. C'était intéressant. Annie inclina la tête, étudiant son visage. Eh bien, je ne vous crois pas, monsieur Nash. Vous avez l'air d'avoir mangé quelque chose de dégoûtant, mais vous vous taisez par politesse. Il la regarda, surpris. Comment arrivait-elle à lire les gens si facilement? Vous êtes très perspicace, mademoiselle Annie. Je suis juste attentive et honnête. Alors si vous vous êtes ennuyée et que vous avez trouvé ça désagréable, dites-le. Je ne suis pas une commère. Oliver sourit involontairement. D'accord, c'était ennuyeux. Et un peu désagréable. Vous voyez? Et vous dites que c'était intéressant. Elle fit un clin d'œil. Bon, monsieur Nash, bonne nuit. Et vraiment, revenez nous voir. Pas forcément pour la laverie, juste pour discuter. Absolument, promit-il. En retournant à l'hôtel, Oliver pensait au contraste étrange entre la soirée froide et forcée chez les Brown et l'heure chaleureuse et sincère dans la pièce au-dessus de la laverie. D'un côté, il y avait l'argent, le luxe, tout ce qu'il cherchait. De l'autre, seulement la simplicité, le rire et la chaleur humaine. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi le second l'attirait bien plus. Les jours suivants, Oliver tenta de s'intégrer à la vie de Hartford Springs. L'oncle Harrington le promena en ville, le présentant aux personnes importantes, le propriétaire de la filature, le rédacteur en chef du journal local, le juge, plusieurs marchands fortunés. Partout, Oliver fut accueilli avec un intérêt poli, interrogé sur Boston et ses projets d'avenir. Il répondait évasivement, gardant son masque de prospérité. Il parlait d'éventuels investissements, du désir d'élargir ses relations d'affaires. Personne ne posait de questions directes, mais Oliver sentait les regards qui évaluaient son costume, ses manières, son élocution. Dans une petite ville, chaque nouvel arrivant était l'objet d'une attention méticuleuse. Madame Brown ne perdit pas de temps. 3 jours seulement après le dîner, une invitation pour le thé de l'après-midi arriva. Seulement pour Oliver. Une conversation privée, comme l'hôtesse l'exprima élégamment. Oliver comprit ce que cela signifiait. Les rendez-vous de présentation continuaient. Il arriva à l'heure convenue, de nouveau impeccablement habillé, avec un bouquet de roses pour l'hôtesse. Dans le salon, Madame Brown et Virginia l'attendaient. Cette fois, l'atmosphère était moins formelle. Le thé était servi dans de fines tasses de porcelaine et des pâtisseries et des biscuits étaient disposés sur la table basse. Madame Brown souriait, autant que son corset serré le permettait. « Monsieur Nash, comme il est aimable de votre part d'accepter notre modeste invitation, » dit-elle, en désignant un fauteuil à côté de Virginia. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Virginia tenait tant à poursuivre notre connaissance. Oliver s'assit, jetant un coup d'œil à mademoiselle Brown. Elle portait une robe couleur ivoire, avec des rubans bleus. Ses cheveux étaient coiffés en boucles complexes. Belle comme une image. Et tout aussi froide. « Monsieur Nash, » commença Virginia, versant le thé avec grâce. « J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la littérature. Quels auteurs vous sont proches? » Divers. Oliver prit sa tasse. Dickens, Hawthorne, Emerson. J'ai récemment lu Melville. Oh, Moby Dick? Virginia fit une légère grimace. J'ai trouvé ce livre fastidieux.
Trop de descriptions de la chasse à la baleine, trop peu d'intrigues. Peut-être, répondit Oliver diplomatiquement, mais la profondeur philosophique compense. La philosophie est une occupation pour les hommes, intervint Madame Brown. Les femmes ont besoin de quelque chose de plus léger, des histoires romantiques, de la poésie. Oliver garda le silence. Il était inutile de discuter. La conversation se poursuivit sur le même ton. Virginia raconta ses leçons de musique et jouait du piano et de la harpe. De la broderie qu'elle pratiquait le matin, des dernières modes de New York. Sa mère interjectait de temps à autre des commentaires, soulignant les mérites de sa fille. Virginia a reçu une excellente éducation, dit Madame Brown. 3 ans dans un pensionnat pour jeunes filles de bonne famille à Philadelphie. Français, musique, peinture, étiquette. Elle serait l'ornement de n'importe quelle maison. Un ornement, pensa Oliver. Pas une compagne, pas une partenaire. Un ornement, comme un vase précieux sur la cheminée. Monsieur Nash, Virginia le regarda droit dans les yeux, et il y avait quelque chose de calculateur dans son regard. Comptez-vous rester longtemps à Hartford Springs? Peut-être. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. C'est raisonnable, acquiesça Madame Brown. Mais si vous décidez de vous établir ici, vous devez comprendre que notre ville valorise la stabilité. Les relations, la position, la réputation sont importantes ici. Oliver comprit l'allusion. On l'évaluait comme un mari potentiel pour Virginia. On le testait pour voir s'il répondait aux normes. « J'apprécie la stabilité, madame, dit-il d'un ton neutre. Et je comprends l'importance de la réputation. »« Excellent, Madame Brown sourit. Alors j'espère que nous nous reverrons. Peut-être accompagnerez-vous Virginia à la messe du dimanche. Ce serait une bonne occasion de vous montrer en société. » Le piège se refermait. Refuser, c'était insulter. Accepter, c'était faire comprendre qu'il était vraiment intéressé. « J'en serais ravi. » Oliver s'inclina. Quand il quitta la maison des Brown, il se sentit comme s'il venait de passer un examen difficile, et il n'était pas sûr de l'avoir réussi. La journée touchait à sa fin. Le soleil se couchait derrière les collines, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. Oliver ne voulait pas retourner dans la chambre étouffante de l'hôtel. Il décida de se promener. Ses pieds le menèrent d'eux-mêmes à la rivière. Un sentier étroit longeait la berge, passant devant des saules penchés sur l'eau. Il y avait une odeur d'humidité et d'herbe d'automne. Quelque part, des grenouilles coassaient, des hirondelles tourbillonnaient au-dessus de l'eau. Oliver marchait lentement, plongé dans ses pensées. Le plan était simple. Épouser Virginia, avoir accès à l'argent des Brown, rembourser ses dettes, restaurer le domaine. Tout était logique, raisonnable. Des milliers d'hommes faisaient de même. Les mariages de convenance étaient la norme. Mais pourquoi tout son être se contractait-il à cette pensée? « Monsieur Nash! Hé, Monsieur Nash !» Il se retourna. De l'autre côté de la rivière, sur la rive opposée, se tenait Annie. Elle portait une vieille robe de travail en toile grossière, l'ourlet retroussé et rentré dans sa ceinture, laissant apparaître ses pieds nus. Dans ses mains, elle tenait un panier de linge mouillé. « Que faites-vous ici ?» cria-t-elle par-dessus la rivière. « Je me promène, » répondit Oliver. « Et vous ?»« Je rince le linge. »« La rivière est plus propre ici que le puits de la ville. » Elle posa le panier, entra dans l'eau jusqu'aux chevilles et commença à rincer un drap. L'eau éclaboussait, ses cheveux roux s'étaient défaits de sa tresse. Elle avait l'air si vivante, réelle. « Passez par ici, » l'appela-t-elle. « Là-bas à droite, il y a des pierres. Vous pouvez traverser sans mouiller vos chaussures. » Oliver hésita une seconde, puis longea la berge, trouva un endroit où des pierres plates dépassaient de l'eau. Il sauta de l'une à l'autre, en équilibre. Sur la dernière pierre, il glissa, faillit tomber, mais se rattrapa.
Annie riait en le regardant s'efforcer. Adroit, presque comme un acrobate de cirque. Ravi de vous avoir amusé. Oliver s'approcha d'elle, secouant les éclaboussures de son pantalon. Oh, ce n'est rien, ne vous vexez pas. C'est juste amusant de voir un gentleman sauter sur des pierres. Elle retourna à son travail, rinçant le linge avec énergie. Comment s'est passée votre journée? Vous étiez encore chez les Brown? Comment savez-vous? Je vous ai vu aller dans cette direction. Élégant, avec des fleurs, soit chez les Brown, soit à un rendez-vous avec une duchesse. Et nous n'avons pas de duchesse ici. Oliver sourit. Vous avez raison, j'étais chez les Brown, pour le thé. Et alors, vous avez aimé? Il la regarda, ce visage ouvert et vivant, ses yeux verts pleins d'un intérêt sincère. Avec elle, il n'avait pas besoin de mentir. Non, je n'ai pas aimé. Annie essora le drap, le mit dans le panier, prit le suivant. Alors pourquoi y allez-vous si vous n'aimez pas? Parce que... Oliver se tut. Comment expliquer sans révéler toute la vérité? Parce que Madame Brown est riche, et vous avez besoin d'argent, termina Annie calmement. Oliver se figea. Comment savez-vous? J'ai des yeux, monsieur Nash. Elle se redressa, essuyant l'eau de ses mains. Votre costume est beau, mais a vu de meilleurs jours. Vos chaussures sont rapiécées. Vous vous tenez comme un gentleman. Mais parfois il y a une telle tristesse dans vos yeux qu'on comprend tout de suite que l'homme est acculé. Oliver resta silencieux, ne sachant que dire. Elle le voyait de part en part, sans masque, sans prétention. Je ne juge pas, ajouta Annie plus doucement. À chacun son chemin. Si vous avez besoin d'argent, et que Virginia Brown vous le donne, alors pourquoi pas? Les mariages de convenance sont monnaie courante. Vous pensez vraiment cela? Elle réfléchit, regardant la rivière. Je ne sais pas. Probablement, pour certains, c'est normal. Mais je ne pourrais pas. Épouser quelqu'un que je n'aime pas, pour l'argent ou la position. Elle frissonna. Je pense que c'est une mort lente. Se réveiller chaque jour à côté d'un étranger, faire semblant, sourire quand on a envie de crier. Ces mots résonnèrent dans l'âme d'Oliver. C'est exactement ce qu'il ressentait, assis dans le salon des Brown. Une lente suffocation. Et vous croyez en l'amour? Demanda-t-il doucement. Annie le regarda, et dans ses yeux, quelque chose de chaud, presque rêveur, apparut. J'y crois. Je l'ai vu. Mes parents s'aimaient vraiment. Mon père était un simple docker à Dublin, ma mère une domestique. Ils n'ont jamais eu d'argent. Mais quand ils se regardaient... Elle sourit. Le monde entier disparaissait. Seulement eux deux. Que leur est-il arrivé? Ils sont morts de la fièvre quand j'avais 12 ans. D'abord mon père, puis ma mère. Je suis venu en Amérique avec ma tante. Elle est morte il y a 2 ans, me laissant un peu d'argent. Je me suis installé chez Madame O'Malley. Je travaille, je vis. Annie haussa les épaules. Ce n'est pas une vie de luxe, mais c'est honnête. Oliver la regardait, et quelque chose à l'intérieur de lui bougea. Cette jeune fille, sans un sou en poche, travaillant comme blanchisseuse, était plus riche que n'importe quelle héritière, parce qu'elle avait ce que l'argent ne peut acheter, la liberté. La liberté d'être soi-même, de dire la vérité, de rire sincèrement. « Vous êtes étonnante, mademoiselle Annie, » dit-il doucement. Elle rougit, détourna le regard. « Oh, allez, je suis normale. Je dis juste ce que je pense. » C'est justement ce qui vous rend étonnante. Dans mon monde, tout le monde ne dit pas ce qu'il pense. Tout le monde joue des rôles. Alors votre monde est étrange, renifla Annie. Pourquoi vivre si on ne peut pas être soi-même? Parfois, on n'a pas le choix. Il y a toujours un choix, monsieur Nash. Mais parfois, il est effrayant. Et il est plus facile de faire semblant qu'il n'y en a pas.
Il se tenait au bord de la rivière, et le vent du soir ébouriffait ses cheveux. Et Oliver comprit que cette simple fille de la laverie était plus sage que toutes les dames de la haute société qu'il connaissait. Il faut expliquer quelque chose. En 1850, le fossé entre un gentleman et une blanchisseuse était presque infranchissable. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent peut être gagné ou perdu. C'est une question de culture. Dans des milliers de règles invisibles qui s'imprègnent dès l'enfance, comment tenir une fourchette, comment parler au personnel, quel livre lire, à qui saluer dans la rue, comment s'habiller, marcher, rire. Un véritable système de code. Oliver et Annie parlent la même langue, mais vivent dans des mondes parallèles. Il sait ce qu'est un dîner de gala pour 20 personnes avec 5 changements de plats. Elle sait comment enlever une tache de vin sur de la soie. Il a lu Emerson, elle, un livre de prières et quelques romans empruntés à la voisine. Ses mains sont habituées à la plume, les siennes au baquet. Je dois être honnête. Je ne vais pas romantiser la pauvreté. Travailler comme blanchisseuse est terriblement difficile. Les mains sont pleines de callosité et de fissures à cause de la soude. Le dos fait mal, les jambes enflent. Se lever avant l'aube, se coucher dans l'obscurité. Une blessure, une maladie, et tu es à la rue. Annie ne vit pas dans une pauvreté romantique. Elle survit. Mais, et c'est important, elle a ce dont Oliver est privé. La liberté d'être elle-même. Quand on n'a rien à perdre, il n'est pas nécessaire de faire semblant. Elle veut chanter, elle chante. Elle veut rire, elle rit. Elle est en colère, elle le montre. Elle est heureuse, elle ne le cache pas. Oliver porte un masque toute sa vie. Un gentleman ne montre pas ses émotions. Réservé, poli, impeccable. Tu peux mourir d'ennui. À l'extérieur, un sourire et une révérence. Les règles du jeu. Ses règles. Et Annie est libre de tout cela. Pas parce qu'elle est courageuse. Simplement, personne ne lui a appris à faire semblant. Quand tu es blanchisseuse, on n'attend pas de toi des manières raffinées. Tu peux être toi-même. Parce que pour la haute société, tu es invisible. Paradoxe, la pauvreté offre une liberté que les riches n'ont pas. À côté d'Annie, Oliver peut enlever son masque, dire la vérité. Avouer qu'il a peur, qu'il est fatigué, qu'il ne connaît pas les réponses. Elle ne le jugera pas. Elle l'écoutera simplement. C'est pourquoi il se tient au bord de la rivière et pense que cette fille en robe simple, avec des taches de savon sur les mains, est plus sage que toutes les dames en dentelle et en diamant. Parce qu'elle est réelle. Et le réel est une rareté. « Vous vous aidez à porter le panier ?» proposa-t-il. « Et vous ne salirez pas votre beau costume ?» demanda Annie avec une pointe de moquerie. « Je m'en remettrai. » Elle rit et lui tendit le panier. Oliver le prit. Il était lourd. Le linge mouillé pesait beaucoup. Ils retournèrent en ville, le long de la rivière. « Monsieur Nash !» Annie marchait à ses côtés, pieds nus dans l'herbe. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?»« Allez-y. »« Voulez-vous vraiment épouser Virginia Brown ? Ou pensez-vous simplement que vous le devez ?» Oliver marcha en silence, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. Avant, je pensais que je le voulais, que c'était la seule issue. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. » « Qu'est-ce qui a changé ?» Il la regarda, ce visage ouvert, ses yeux verts, ce sourire. « J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui m'a montré que la vie pouvait être différente. Honnête. Vraie. » Annie rougit, comprenant qu'il parlait d'elle. « Je ne suis qu'une blanchisseuse, monsieur Nash. Je n'ai pas d'argent, de position, de relations. Rien qui puisse vous aider. Mais vous avez ce que Virginia Brown n'a pas. Une âme vraie, vivante. » Ils arrivèrent à la blanchisserie. Annie prit le panier et le posa près de l'entrée.
Merci de votre aide, dit-elle doucement. Merci pour votre honnêteté. Ils étaient proches, et Oliver sentait la chaleur de son corps, l'odeur du savon et de l'eau de rivière. Il avait envie de tendre la main, de toucher sa joue, de repousser une mèche de cheveux collée à son front. Mais il n'osa pas. Ce serait mal. Il était là pour une autre raison, pour de l'argent, pour sauver le nom de sa famille. Pas pour une fille d'une blanchisserie, même si elle l'attirait. Bonne nuit, mademoiselle Annie. Bonne nuit, monsieur Nash. Il se dirigea vers l'hôtel, chaque pas lui semblant lourd. Derrière lui restait la simplicité et la chaleur. Devant lui l'attendait la froide rationalité d'un mariage arrangé. Et Oliver se demanda pour la première fois si le salut du nom de sa famille valait un tel prix. Le dimanche, comme il l'avait promis, il se rendit chez les Brown pour accompagner Virginia à la messe. Elle sortit dans une tenue élégante, une robe de velours bleu foncé, un chapeau à voilette, des gants. Elle était impeccable. Ils marchèrent vers l'église et toute la ville les regardait. Oliver sentait les regards, entendait les murmures. « Regardez, monsieur Nash et mademoiselle Brown, on dit qu'ils vont bientôt annoncer leur fiançailles. » Virginia tenait sa main, souriait aimablement aux connaissances. Elle jouait le rôle du couple idéal. Oliver souriait aussi, hochait la tête, prononçait les mots justes. Mais à l'intérieur, il sentait un vide. À l'église, ils s'assirent au premier banc, la place de la famille Brown. La messe commença, le pasteur parlait d'amour, de fidélité, de sacrifice. Oliver écoutait d'une oreille, regardant les vitraux. Et soudain, il remarqua Annie. Elle était assise au dernier rang, dans une simple robe grise, un foulard sur la tête. Elle priait, les mains jointes. Son visage était calme, concentré. Leurs regards se croisèrent. Elle hocha légèrement la tête, sourit, chaleureusement, sans jugement. Puis elle baissa de nouveau les yeux. Et Oliver était assis à côté de Virginia Brown, au premier rang, au milieu de la richesse et de la position sociale, et sentait que quelque chose se brisait en lui. Parce qu'il avait compris. Il avait fait un choix. Mais c'était le mauvais choix. Et maintenant, il fallait décider. Continuer à vivre une vie fausse ou trouver le courage de tout changer. Après la messe du dimanche, Oliver passa le reste de la journée en compagnie des Brown. Madame Brown avait organisé un déjeuner dominical traditionnel pour un cercle choisi. Le juge et sa femme, le rédacteur en chef du journal, le propriétaire de l'usine et quelques autres citoyens influents. Oliver était assis à la droite de Virginia, participant aux conversations, souriant, entretenant des discussions sur la politique, l'économie, les dernières nouvelles de l'Est. Tout était correct. Tout se déroulait comme prévu. Mais quand Madame Brown mentionna en passant que Monsieur Nash et ma Virginia forment un couple charmant, Oliver sentit son estomac se serrer. Le piège se refermait. Encore un peu, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Le soir, de retour à l'hôtel, il resta longtemps à la fenêtre, regardant la rue sombre. En face, dans les fenêtres au-dessus de la blanchisserie, une lumière brillait. On entendait des rires, ces rires vifs et sincères qui manquaient tant dans la maison des Brown. Oliver se coucha tard et dormit mal. Il fit des rêves étranges. Il était à l'hôtel avec Virginia, mais quand elle levait son voile, il n'y avait pas de visage en dessous, mais un vide. Et au dernier rang de l'église, Annie était assise et pleurait. Il se réveilla en sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange rythme de dualité. Le jour, Oliver jouait un rôle.
Il rencontrait Virginia pour des promenades, l'accompagnait dans les magasins, s'asseyait dans le salon des Brown pour le thé. Madame Brown insistait de plus en plus sur des fiançailles imminentes. Virginia, elle, restait distante, comme si elle évaluait un achat. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc de la ville, elle lui demanda directement « Monsieur Nash, quel est l'état de votre domaine dans le Massachusetts ?» Oliver s'arrêta à mi-pas. « Pardon ? Je vous demande quelle est la situation financière de votre famille. Ma mère pense que je devrais connaître ces détails avant de prendre une décision. » Avant de prendre une décision. Comme s'il s'agissait de l'achat d'un terrain et non de mariage. Le domaine nécessite des investissements, répondit Oliver prudemment. Mais la terre est bonne, il y a du potentiel. Virginia hocha la tête, comme si elle cochait un point sur une liste mentale. Ma mère dit que les investissements ne sont pas un problème, si, bien sûr, le mariage est avantageux pour les deux parties. Oliver s'arrêta et la regarda. Mademoiselle Brown, et vous, que voulez-vous de ce mariage? Elle leva un sourcil, surprise. Ce que je veux? Un nom, une position, un mari respectable qui ne me déshonorera pas en société? N'est-ce pas suffisant? Et l'amour? Virginia rit, un rire bref, sans joie. Monsieur Nash, l'amour est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre. Dans notre milieu, les mariages sont basés sur des fondations plus solides. Avantages mutuels, respect, intérêt commun. Mais pas l'amour. Pas l'amour, admit-elle. Bien que, avec un peu de chance, l'affection puisse venir avec le temps. Ils retournèrent à la maison des Brown en silence. Oliver lui dit au revoir en lui baisant la main et pensa « Voilà la vérité. Pas d'illusion. Une transaction froide. » Le soir, il se retrouva de nouveau près de la rivière. Non pas par hasard cette fois, il s'y était rendu délibérément, sachant qu'il pourrait y rencontrer Annie. Et en effet, elle était là, assise sur une grosse pierre au bord de l'eau, les pieds nus plongés dans la rivière. À côté d'elle, sur l'herbe, se trouvait un panier de linge lavé. En entendant des pas, elle se retourna et sourit. « Vous vous promenez encore, monsieur Nash? Ou vous me suivez délibérément ?» Oliver s'assit sur l'herbe à côté d'elle. « Peut-être la seconde option. »« Oh, comme c'est intéressant !» Annie retira ses pieds de l'eau, ramena ses genoux à sa poitrine en les serrant dans ses bras. « Et pourquoi aurais-je besoin d'un gentleman ?»« Pour parler à quelqu'un qui ne ment pas. » Le sourire s'effaça de son visage. « Une dure journée ?»« Juste honnête. » Virginia a dit clairement ce qu'elle attendait du mariage. Un nom, une position, le respect. Pas l'amour. Annie resta silencieuse, regardant l'eau. Eh bien, au moins elle est honnête. Mieux vaut savoir tout de suite que de se tromper. Probablement, mais ce n'est pas plus facile pour autant. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Oliver passa la main dans ses cheveux. Rien. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'ai joué mon rôle. Donc, vous allez toujours vous marier? Il la regarda, ce visage ouvert, ses cheveux roux ébouriffés par le vent, ses yeux verts, pleins d'un intérêt sincère. Je ne sais pas. Je dois. Mon esprit comprend que je le dois. Mais quand j'imagine cette vie, me réveiller chaque jour à côté d'une femme qui me regarde comme un investissement rentable, il se tut, serrant les poings. Annie tendit la main et toucha son épaule. « Monsieur Nash, je ne connais pas votre histoire. Je ne sais pas ce qui vous pousse à chercher ce mariage. Mais je sais une chose. La vie est trop courte pour être malheureux. C'est facile à dire quand on n'a pas de dette qui pèse comme une pierre au cou, quand on n'a pas besoin de sauver le nom de sa famille.
Et est-ce que ce nom vaut votre bonheur? La question resta en suspens. Oliver ne connaissait pas la réponse. Toute sa vie, on lui avait appris que le nom, l'honneur, la position étaient primordiaux, que les désirs personnels ne signifiaient rien face au devoir. Racontez-moi quelque chose de bien, demanda-t-il soudain. Quelque chose de lumineux, pas sur les mariages de convenance, ni sur les dettes. Annie réfléchit, puis sourit. Vous voulez entendre parler de l'incident le plus drôle à la blanchisserie? Oui. D'accord. Avant-hier, un fermier, Joe Whittaker, grand comme un ours, est venu me voir. Il m'a apporté une chemise et m'a dit « Annie, ma chère, lave-la s'il te plaît, mais soigneusement, c'est ma meilleure chemise. » Je regarde. La chemise est blanche, mais avec une tache juste sur la poitrine, énorme, marron. Je demande « Joe, c'est quoi ?» Et il rougit et marmonne « Eh bien, du jus de tabac. » Je dis « Joe, tu t'es craché dessus ?» Il rougit encore plus. « Non, je visais le crachoir, mais j'ai manqué. » Annie rit. J'ai tellement ri que j'ai failli tomber dans la bassine. Oliver sourit involontairement. Et ensuite? Eh bien, je lui ai lavé sa chemise. La tache est partie. Mais maintenant, chaque fois que je vois Joe, j'imagine qu'il manque le crachoir. Elle gloussa. D'accord, à votre tour. Racontez-moi quelque chose sur votre vie. Avant Hartford Springs. Oliver s'allongea sur l'herbe, les mains derrière la tête, regardant le ciel du soir. Mon enfance était correcte. Gouvernante, professeur, latin, français, équitation, danse. Mon père me préparait à mon rôle de gentleman. Ma mère m'enseignait les manières mondaines. J'ai grandi entouré de règles, d'étiquettes, d'attentes. Ça a l'air ennuyeux, remarqua Annie. Ça l'était. La seule chose que j'aimais, c'était la bibliothèque de mon père. Là, je me cachais de tout le monde. Je lisais des romans d'aventure, je rêvais de voyage, de liberté. J'imaginais que je partais en bateau vers des rivages lointains où personne ne savait qui étaient les Nash et ce qu'on attendait de moi. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti? Parce que j'étais un fils, le seul héritier. Je ne pouvais pas décevoir mon père. Et vous ne l'avez pas déçu? Oliver sourit amèrement. Je l'ai quand même déçu. Quand il est mort, le domaine était endetté. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu sauver ce qu'il avait construit toute sa vie. Annie s'allongea à côté de lui sur l'herbe, se tourna vers lui. Et peut-être qu'il ne fallait pas le sauver. Peut-être que le domaine était dépassé et qu'il était temps de commencer quelque chose de nouveau. Vous ne comprenez pas. C'est familial. Je comprends, l'interrompit-elle. Familial, important, ancien. Mais si cela vous rend malheureux, peut-être devriez-vous le laisser partir. Oliver la regarda, si près qu'il voyait chaque tache de rousseur, chaque étincelle dorée dans ses yeux verts. « Vous êtes incroyable, » murmura-t-il. « Comment faites-vous pour voir tout si simplement? Parce que je n'ai rien de superflu. Pas de domaine, pas de titre, pas de dette. Seulement moi. Et ça libère. » Ils étaient allongés sur l'herbe, se regardant, et le monde autour d'eux disparut. Il ne restait que la rivière, le bruissement du vent dans les feuilles, et ce sentiment étrange et effrayant de proximité. Oliver tendit la main et toucha sa joue. Annie se figea, sans se retirer. Il se pencha, lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, tendrement. Le baiser fut court, mais il contenait plus de sentiments que toutes les conversations mondaines avec Virginia. Quand ils se séparèrent, Annie détourna le regard, rougissant. « Monsieur Nash, vous allez épouser mademoiselle Brown. »
Je sais, répondit Oliver d'une voix rauque. Pardon, je n'aurais pas dû. Il s'assit, s'éloignant. Annie se leva aussi, serrant ses genoux dans ses bras. C'est mal, dit-elle doucement. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas être celle à cause de qui vous détruisez vos projets. Et si je veux les détruire moi-même, alors détruisez-les. Mais pas à cause de moi, à cause de vous. Parce que c'est bien pour vous, et non parce qu'une blanchisseuse vous a tourné la tête. Oliver se tourna vers elle. Tu n'es pas une blanchisseuse. Tu es la première avec qui je me sens vivant. Réel. Annie se leva, secouant sa jupe. Je suis contente, monsieur Nash. Vraiment. Mais vous devez décider ce qui est le plus important pour vous. Et le décider vous-même. Ne cherchez pas en moi une excuse. Elle prit le panier de linge et se dirigea vers la ville. Oliver la regarda s'éloigner, sentant son cœur se déchirer. Le lendemain, l'oncle Harrington invita Oliver à déjeuner dans son bureau à la banque. Ils étaient assis dans une pièce spacieuse, avec des fauteuils en cuir, une table en chêne et des portraits d'ancêtres au mur. « Eh bien, mon neveu !» L'oncle se pencha en arrière dans son fauteuil, soufflant sur son cigare. « J'ai entendu dire que tu étais un invité fréquent chez les Brown. Les choses avancent ?»« Ça avance », répondit Oliver d'une voix indécise. Madame Brown a laissé entendre hier qu'elle attendait une proposition officielle. Elle dit que Virginia est positive. Tu es un bon garçon. Encore un mois ou deux, et tes problèmes seront réglés. Oliver tournait son verre de vin dans ses mains, silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Harrington, méfiant. « Oncle, avez-vous déjà pensé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent ?» Harrington éclata de rire. « Bien sûr que j'y ai pensé, dans ma jeunesse. Puis j'ai grandi, et j'ai réalisé que l'argent résolvait la plupart des problèmes. Mais pas tous. C'est vrai. Mais ceux qu'il résout en valent la peine. » Il éteignit son cigare et se pencha en avant. « Oliver, écoute. Je comprends que c'est difficile pour toi, que tu as l'impression de te vendre. Mais regarde ça autrement. Virginia aura un mari respectable. Toi, une stabilité financière. Les deux parties y gagneront. Ce n'est pas une trahison, c'est un accord raisonnable. Et le bonheur? Le bonheur vient après. Quand il n'y a plus de dettes, quand la maison est en ordre, quand on peut respirer librement. Alors tu penseras au bonheur. » Oliver termina son vin et se leva. « Merci pour le conseil, mon oncle. Tu vas réfléchir à mes paroles? J'y penserai. » En sortant de la banque, Oliver ne se dirigea pas vers l'hôtel, mais erra sans but dans les rues. Sa tête lui faisait mal à force de penser. La raison lui disait une chose. Épouse Virginia, sauve le domaine, préserve le nom de famille. Le cœur lui criait autre chose. Fuis avant qu'il ne soit trop tard, trouve ce qui te rend vivant. Il s'arrêta devant une vitrine de magasin de tissus, sans voir ce qui y était exposé. Le reflet dans la vitre montrait un homme fatigué, confus. « Monsieur Nash, vous allez bien ?» Il se retourna. Madame O'Malley se tenait à côté de lui, un panier de courses à la main. « Bonjour, madame. Oui, tout va bien. Je réfléchissais juste. » La vieille femme le dévisagea d'un regard perspicace. « Jeune homme, j'ai vécu jusqu'à 70 ans et j'en ai vu des choses. Et je vous le dis, quand un homme se tient au milieu de la rue avec un visage pareil, comme si le monde s'écroulait, c'est qu'il est face à un choix important. » Oliver sourit involontairement. « Vous avez raison, madame. Et ce choix concerne deux femmes, n'est-ce pas ?» Il la regarda, surpris. « Comment savez-vous? Comment ça ?»
Toute la ville voit comment vous courtisez Mademoiselle Brown, et toute la ville voit comment vous regardez ma Annie. Oliver sentit qu'il rougissait. Je ne niais pas. Madame O'Malley fit un geste de la main. Je ne juge pas. Je vous dirai juste une chose. Annie est une bonne fille, honnête, travailleuse, avec un bon cœur. Elle n'a pas d'argent et n'en aura jamais. Mais si vous cherchez quelqu'un qui vous rendra heureux et non riche, alors le choix est évident. Mais il vous faut de l'argent. Je comprends. Alors épousez Mademoiselle Brown. Mais ne faites pas souffrir Annie. Elle s'est déjà attachée à vous, même si elle ne l'avoue pas. Ne lui donnez pas d'espoir, si vous n'avez pas l'intention de le réaliser. La vieille femme hocha la tête et continua son chemin, laissant Oliver au milieu de la rue, ses pensées complètement embrouillées. Le soir, il était assis dans sa chambre d'hôtel, essayant d'écrire une lettre au gérant du domaine. Il devait expliquer que l'argent arriverait bientôt, qu'il fallait encore un peu de patience. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il prit une feuille de papier vierge et commença à écrire une autre lettre. Sans destinataire, juste pour lui-même. Je suis venu ici dans un seul but, trouver une riche fiancée et sauver le nom de ma famille. Le plan était simple, me marier, obtenir de l'argent, retourner dans le Massachusetts, restaurer le domaine, continuer à vivre. Mais je l'ai rencontrée, une fille qui lave le linge dans la rivière et rit si sincèrement qu'on a envie de rire avec elle, qui dit la vérité sans craindre de paraître inappropriée. Elle me voit, pas mon nom de famille. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ma raison me dit une chose, mon cœur, une autre. Et pour la première fois de ma vie, je ne sais pas qui écouter. Il plia la lettre et la rangea dans le tiroir de son bureau. Je l'avoue honnêtement, j'écris une mélodrame. Je le sais, je ne le nie pas. Un aristocrate ruiné, une belle pauvre mais sincère, une héritière riche et froide, un triangle aussi vieux que le monde. Dickens l'a utilisé, Brontë l'a utilisé, avant eux, des centaines d'autres. Un cliché, un stéréotype, un modèle. Je pourrais compliquer les choses, faire de Virginia une personne secrètement gentille, simplement coincée dans les attentes de sa mère. Montrer qu'Annie, malgré toute son ouverture, joue aussi un rôle, celui d'une Irlandaise joyeuse et insouciante, bien qu'à l'intérieur, elle soit fatiguée et effrayée. Ajouter un troisième personnage qui complique tout, renverser les attentes du lecteur, faire quelque chose d'intelligent, de complexe, d'ambigu. Mais pourquoi? Pourquoi faire cette complexité? La vérité est que parfois, le choix est vraiment simple. Pas facile, simple. Devant toi, deux routes, et tu vois parfaitement où chacune mène. L'une, vers l'argent, la stabilité, le respect de la société et un malheur tranquille. L'autre, vers la pauvreté, le jugement, la perte de tout ce que tu avais, mais avec la possibilité de respirer à plein poumon. Et les clichés vivent des siècles, non pas parce que les écrivains sont paresseux, mais parce que la nature humaine ne change pas. Dans chaque génération, quelqu'un se trouve confronté à ce choix. Le devoir ou le bonheur, la raison ou le cœur, ce qui est juste ou ce qui est désiré. En 1850, Oliver, au XXIe siècle, quelqu'un d'autre, dans d'autres circonstances, mais avec la même douleur. Abandonner un emploi stable pour un rêve, s'éloigner d'une personne qui est bonne, sur le papier, pour celle qui te fait simplement sentir vivant. Rester dans une ville où une carrière t'attend, ou partir là où tu veux te réveiller le matin. Les formes changent. L'essence, non. Oliver est assis dans une chambre d'hôtel et écrit une lettre à lui-même. Non pas parce que moi, l'auteur, je veux du drame bon marché, mais parce que les gens font vraiment cela quand ils sont perdus.
Ils essaient de voir leurs pensées de l'extérieur, de les fixer sur papier, espérant que cela deviendra plus clair. Il ne change pas. Il ne connaît toujours pas la réponse, et je ne lui donnerai pas de solution facile. Parce que dans de telles situations, il n'y a pas de solution facile. Demain, il ira chez Virginia. Un pas de plus sur le chemin choisi. Un pas de plus vers une vie correcte, raisonnable, absolument malheureuse. À moins, bien sûr, que quelque chose ne vienne briser cet itinéraire. Et demain, il y avait une autre rencontre avec Virginia. Un pas de plus vers un mariage qui serait correct, raisonnable, avantageux. Et complètement, absolument malheureux. La semaine s'était déroulée dans une dualité douloureuse. Oliver passait ses journées déchirées entre deux mondes, et chaque jour, le déchirement devenait plus douloureux. Le matin, il était un gentleman. Il rencontrait Virginia lors de promenades dans le parc de la ville, l'accompagnait aux soirées musicales, s'asseyait dans le salon des Brown, discutant de politique et de la météo. Madame Brown ne cachait plus ses intentions. Elle parlait ouvertement du mariage, comme si c'était une affaire réglée. Elle planifiait les dates, discutait des invités, laissait entendre un voyage de noces. Virginia, elle, restait tout aussi distante. Elle ne s'opposait pas au plan de sa mère, mais ne montrait pas non plus d'enthousiasme particulier. Oliver comprenait. Pour elle, c'était un accord dont les termes étaient déjà convenus. Il ne restait plus qu'à signer. Et le soir, il allait à la rivière. Pas tous les jours, il craignait d'être vu, que des rumeurs ne commencent. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y aller. Annie l'attirait comme un aimant. Ils ne s'étaient plus embrassés après cette première fois, mais ils parlaient de tout et de rien. Elle racontait des histoires de la blanchisserie, ils partageaient des souvenirs de Boston. Ils riaient, se disputaient, gardaient le silence, simplement assis côte à côte et écoutant la rivière. Un soir, Annie demanda « Parlez-moi de votre domaine. Comment était-il quand vous étiez enfant ?» Ils étaient assis à leur endroit habituel près de l'eau. Octobre prenait déjà ses droits. Les feuilles jaunissaient, l'air devenait plus froid. Le soir, il fallait s'envelopper de vêtements chauds. Annie portait un vieux châle de laine grossière. Oliver, un pardessus de voyage. Grand, il sourit en se souvenant. Une maison de 3 étages en pierre blanche, avec des colonnes à l'entrée. Un large escalier que j'aimais dévaler sur la rampe quand la gouvernante ne voyait pas. Un jardin avec une fontaine où j'attrapais des grenouilles. Des écuries où vivait mon poney nommé Tonnerre. Il se tut, plongé dans ses souvenirs. Ça sentait les roses. Ma mère les adorait. Chaque été, tout le jardin embaumait. Ça sonne comme un conte de fées, dit doucement Annie. Peut-être que ça l'était. Mais les contes de fées se terminent. Mon père est mort. Les dettes se sont accumulées comme par magie. Il s'est avéré qu'il avait vécu à crédit pendant des années, espérant que la récolte rapporterait, que les investissements fonctionneraient. Ils n'ont pas fonctionné. Il a fallu vendre les meubles, les tableaux, les chevaux. Le jardin est devenu une friche. La maison a commencé à se délabrer. Oliver arracha un brin d'herbe, le tourna dans ses doigts. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 6 mois. Je me tenais dans le salon vide, où ma mère organisait autrefois des bals, et j'entendais le vent souffler dans les pièces, comme si la maison mourait. Annie posa sa main sur son épaule. « Et vous voulez le sauver ? Je dois le faire. C'est la dernière chose qui reste de ma famille. Si je ne le préserve pas, en quoi serais-je meilleur que mon père, qui a tout dilapidé ? Et si vous étiez meilleur parce que vous essayez de commencer une nouvelle vie ?» suggéra doucement Annie. « Sans vous accrocher au passé, mais en construisant l'avenir ?» Oliver la regarda. À la lumière du coucher de soleil, ses cheveux semblaient cuivrés et ses yeux verts brillaient. C'est facile à dire quand on n'a pas le poids des attentes sur les épaules. C'est difficile à dire quand on voit une personne se tuer pour des pierres et des souvenirs.
Il voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Parce qu'elle avait raison. Le domaine était un fardeau, une ancre le tirant vers le fond. Mais il ne pouvait pas le lâcher. Pas après tout ça. Annie, il prit sa main dans la sienne. Si j'avais le choix, je te choisirais, sans hésitation. Et sourit tristement. Mais il n'y a pas de choix, n'est-ce pas? Non, il avoua honnêtement. Les dettes ne disparaîtront pas simplement parce que je le souhaite. Les créanciers ne reculeront pas. Si je ne trouve pas l'argent, le domaine sera vendu aux enchères. Le nom des Nash deviendra la risée. Et c'est plus important que le bonheur? Oliver resta silencieux, parce qu'il ne connaissait pas la réponse. Annie retira sa main, se leva. « Monsieur Nash, je dois partir. Je dois me lever tôt demain. » Annie, attends, non. Elle se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. « Ce n'est pas juste. Nous nous rencontrons ici, nous parlons, nous nous tenons la main, et vous allez épouser une autre. Je ne peux plus supporter ça. Ça me brise. » Moi aussi. Alors faites un choix. Soit elle, soit moi. Mais ne traînez pas, c'est cruel. Elle s'éloigna, et Oliver ne la retint pas. Parce qu'elle avait raison. Il était cruel. Envers elle, envers lui-même, même envers Virginia, qui ne méritait pas un mari qui pensait à une autre femme. Le lendemain, Madame Brown invita Oliver pour une conversation privée. Sans Virginia, sans autres invités. Seulement eux deux dans son bureau. Une pièce spacieuse, aménagée avec une rigueur masculine. Une lourde table en chêne, des fauteuils en cuir, des étagères remplies de documents d'affaires. L'odeur du cigare planait. Le défunt Monsieur Brown aimait manifestement y passer du temps. Monsieur Nash, Madame Brown était assise derrière le bureau, les mains jointes. Je pense qu'il est temps de parler franchement. Oliver était assis en face, le dos droit, mais tout se serrait en lui. Je vous écoute, madame. Vous avez passé plus d'1 mois dans notre ville. Vous avez courtisé ma fille. La société vous considère déjà comme un couple. Il est temps de faire une proposition officielle, directement, sans aucune allusion. Madame Brown, pas besoin de tergiverser, jeune homme. Je suis au courant de votre situation financière. Je sais que le domaine des Nash est au bord de la faillite. Votre oncle a été assez honnête pour me prévenir. Oliver sentit ses joues s'enflammer. Donc, toutes les cartes étaient sur la table. Je n'ai pas caché, et c'est bien, l'interrompit-elle. J'apprécie l'honnêteté. Voici ma proposition. Vous faites une proposition officielle à Virginia. Nous organisons les fiançailles. Le mariage aura lieu dans 2 mois. Suffisamment de temps pour tout organiser décemment. En guise de cadeau de mariage, je paierai vos dettes et allouerai des fonds pour la restauration du domaine. C'est très généreux. C'est raisonnable. J'obtiens pour ma fille un mari d'une ancienne famille, avec un nom et des relations. Vous obtenez une stabilité financière. Virginia obtient une position dans la société. Tout le monde y gagne. Oliver la regarda, ce visage autoritaire, ses yeux calculateurs, ce sourire fin. Elle disposait les vies comme des cartes sur une table, sans admettre l'idée que quelqu'un puisse s'opposer. Et les sentiments de Virginia? Virginia est pragmatique, comme moi. Elle comprend que l'amour est un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Elle est prête pour ce mariage. Et mon bonheur? Madame Brown leva un sourcil. Votre bonheur, monsieur Nash, sera de sauver votre nom, de rembourser vos dettes, de restaurer votre domaine. N'est-ce pas suffisant? Il voulut crier « Non, pas suffisant !» Il voulut dire qu'il y avait une jeune femme rousse qui riait près de la rivière et le faisait se sentir vivant. Qu'avec elle, il était heureux, même s'il n'avait rien. Mais à la place, il dit
Il faut que j'y réfléchisse. Le visage de Madame Brown devint froid. Y réfléchir? Sur quoi y réfléchir, Monsieur Nash? Je vous offre la solution à tous vos problèmes. Ou avez-vous d'autres options? Non, mais... Alors quels sont vos doutes? Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda la ville. Monsieur Nash, je ne suis pas de celles qui aiment attendre. Je vous donne 3 jours. Soit vous faites votre proposition à Virginia, soit nous mettons fin à cette connaissance. Pour toujours. Un ultimatum. Froid, clair, sans possibilité de négociation. J'ai compris, madame. Parfait. J'attends votre décision vendredi. Au revoir, monsieur Nash. Il quitta la maison des Brown, sentant les murs l'oppresser de tous côtés. 3 jours. 3 jours pour décider comment vivre le reste de sa vie. Ses pieds le portèrent d'eux-mêmes sur le chemin familier, vers la blanchisserie. Il savait qu'il ne devait pas y aller, qu'une rencontre ne ferait que tout compliquer. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y aller. Devant la blanchisserie, il y avait une camionnette, plusieurs hommes déchargeaient des sacs de linge sale. Annie dirigeait le processus, indiquant où ranger quoi. Elle portait une robe de travail en calicot vert délavé, un tablier, ses cheveux cachés sous un foulard. Elle semblait fatiguée, mais trouvait quand même la force de sourire aux ouvriers. Oliver se tenait à l'écart, observant. L'un des hommes, un jeune homme au large sourire, flirtait clairement avec elle. Il disait quelque chose, et Annie riait, le repoussant. Le jeune homme posa sa main sur son épaule, et quelque chose à l'intérieur d'Oliver se noua. De la jalousie. Il était jaloux. D'un simple ouvrier qui n'avait rien d'autre que son travail honnête et un sourire ouvert. Mais qui pouvait se permettre de flirter avec Annie parce qu'il n'était pas lié par des promesses et des dettes? Quand la camionnette partit, Annie remarqua Oliver. Le sourire disparut de son visage. « Monsieur Nash, je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai besoin de parler. » Elle hésita, puis hocha la tête. « Entrez. » Il faisait chaud et humide dans la blanchisserie. L'eau bouillait dans de grandes cuves, la vapeur embuait les fenêtres. Madame O'Malley se tenait près d'une des cuves, remuant le linge avec une longue perche. En voyant Oliver, elle hocha la tête, mais ne dit rien. Annie le conduisit dans l'arrière-boutique. Une petite pièce avec des étagères où étaient rangés le savon, l'amidon, divers accessoires. « Alors ?» Elle croisa les bras sur sa poitrine, le regardant avec défi. « Madame Brown m'a donné 3 jours. Soit je fais ma proposition à Virginia, soit tout est terminé. » « Et qu'avez-vous décidé ?»« Je ne sais pas. » Oliver passa sa main sur son visage. « La raison dit « accepte ». C'est la seule issue. Mais le cœur dit autre chose, termina Annie. Je sais, j'ai déjà entendu ça. Annie, si je pouvais, Mais vous ne pouvez pas. Elle s'approcha, le regarda dans les yeux. Monsieur Nash, je ne suis pas en colère. Je comprends. Vous avez des dettes, des obligations, un nom de famille. Je ne suis qu'une fille de blanchisserie. Je n'ai rien. Rien qui puisse vous aider. Mais tu as ce que Virginia n'a pas, dit Oliver d'une voix rauque. Tu me rends heureux. Les larmes remplirent ses yeux. Le bonheur ne paiera pas les dettes. Je sais. Il la tira contre lui, l'étreignit. Elle se serra, le visage enfoui dans sa poitrine, et il sentit qu'elle pleurait sans bruit. Pardon. Pardon de t'avoir entraîné là-dedans. Je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû dire. Vous n'auriez pas dû m'embrasser, sanglota-t-elle. Je n'aurais pas dû. Mais je ne le regrette pas. Il lui releva le menton, la força à le regarder. Quoi que je choisisse, sache, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée à Hartford Springs.
Et vous, à moi, murmura Annie. Ils se tenaient dans la petite arrière-boutique, au milieu des odeurs de savon et de lessive, et se serraient l'un contre l'autre, comme des naufragés s'accrochant à la dernière lueur d'espoir. « Et si je refusais ?» dit soudain Oliver. « Et si je disais à Madame Brown que je ne peux pas épouser Virginia ?» Annie se recula, essuya ses larmes. « Alors quoi? Vous n'aurez plus d'argent? Le domaine sera vendu. Le nom de famille sera ruiné pour de bon. Au moins, je serai libre. Libre et pauvre. Et après ?» Sa voix devint plus dure. « Vous êtes habitué à une certaine vie, monsieur Nash. Au confort, à la position. Pourriez-vous travailler de vos mains, vivre dans une petite pièce, manger des repas simples? Avec toi, je le pourrais. Non, elle secoua la tête. Vous ne le pourrez pas. Dans un mois, peut-être dans un an, vous commencerez à regretter, à vous souvenir de ce que vous avez perdu, et à me blâmer. Jamais. Toujours. » Annie se dirigea vers la porte. « Monsieur Nash, je ne veux pas être la cause de votre ruine. Allez-y, épousez Miss Brown, sauvez votre domaine, vivez la vie pour laquelle vous avez été élevé. »« Mais ce n'est pas une vie, c'est une existence. »« Alors tel est votre destin. » Sa voix trembla. « Et le mien, laver le linge et rêver de ce qui aurait pu être. » Elle sortit de l'arrière-boutique, le laissant seul. Oliver resta là, les poings serrés, sentant la rage et le désespoir bouillir en lui. Le soir, il était assis dans sa chambre d'hôtel, devant une feuille de papier vierge. Il devait écrire une lettre, au gérant du domaine, au créancier, à quelqu'un. Mais sa main ne parvenait pas à prendre la plume. On frappa à la porte. Oliver ouvrit. L'oncle Harrington se tenait sur le seuil. « Puis-je entrer, neveu ?» ?»« Bien sûr. » Ils s'assirent, et Harrington passa immédiatement au fait. « Madame Brown m'a parlé de votre conversation. 3 jours, Oliver. Tu as 3 jours pour te sauver. »« Ou me perdre, » répondit doucement Oliver. « Ne dramatise pas. Le mariage avec Virginia n'est pas une condamnation. Beaucoup vivent dans de telles unions et sont tout à fait heureux. »« Es-tu heureux, oncle ?» Harrington hésita. « Je suis satisfait. J'ai tout ce dont j'ai besoin. »« Mais pas heureux. » Le vieil homme soupira. « Le bonheur, Oliver, est un concept éphémère. Aujourd'hui, tu es heureux, demain, non. Mais la stabilité, l'argent, la position, c'est concret. C'est sur quoi on peut s'appuyer. Et si je disais que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis vraiment heureux ?» Harrington plissa les yeux. « Cette fille de la blanchisserie, j'ai entendu les rumeurs. »« Ce n'est pas une fille, c'est... » Oliver se tut. Que pouvait-il dire? Qu'Annie était une lumière dans son obscurité? Qu'avec elle, il se sentait un homme et non un nom de famille ambulant? « Oliver, écoute-moi. » L'oncle se pencha en avant. « Je comprends. La jeunesse, les sentiments, le romantisme. Mais la vie est cruelle. L'amour passe, mais les dettes restent. Veux-tu tout perdre pour une fille qui te donnera quoi? La pauvreté? La honte? Elle me donnera elle-même. Authentique, honnête, aimante. Et cela n'achètera pas de nourriture. » Harrington se leva. « 3 jours, neveu. Réfléchis bien. Choisis non pas avec ton cœur, mais avec ta tête. » Il partit, et Oliver resta seul dans le silence de la chambre. 3 jours. 72 heures pour décider qui il voulait être. Un gentleman dans une cage dorée ou un homme libre dans la misère. Et il ne connaissait toujours pas la réponse. Le premier des 3 jours, Oliver le passa dans une réflexion douloureuse. Il ne quitta pas sa chambre, resta assis près de la fenêtre, regardant la rue où la vie suivait son cours. Des gens allaient et venaient, des marchands étalaient leurs marchandises,
Des enfants jouaient près de la fontaine. Un jour ordinaire, dans une ville ordinaire. Et pour lui, un jour où il devait décider de son destin. Le soir, il écrivit 2 lettres, l'une au gérant du domaine, sèche, professionnelle, indiquant que l'argent arriverait bientôt et que la restauration pourrait commencer. L'autre, à lui-même. Une liste de raisons pour lesquelles le mariage avec Virginia était le bon choix. Des arguments rationnels, mesurés. Il relut la liste, la plia, la cacha dans le tiroir du bureau. Puis il prit une feuille propre et écrivit une autre liste. Pourquoi il ne pouvait pas épouser Virginia? Cette liste était plus courte, mais chaque mot résonnait d'une douleur dans sa poitrine. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai jamais. Je vivrai une vie de mensonge. Je me perdrai. Il brûla les 2 lettres dans la cheminée, regardant le papier noircir et se recroquevillait. Les mots disparaissaient, mais le choix restait. Le 2e jour commença par une surprise. Le matin, on frappa à la porte. Oliver ouvrit. Virginia Brown se tenait sur le seuil. Seule, sans sa mère, sans accompagnateur, dans un costume de voyage, bordeaux foncé, avec un petit sac à main. Le visage pâle, résolu. « Mademoiselle Brown ?» Oliver ne cachait pas sa surprise. « Que faites-vous ici? C'est inconvenant. »« Je sais, » l'interrompit-elle, « mais cela m'est égal. Puis-je entrer ?» Il recula, la laissant passer. Virginia entra dans la pièce, regarda autour d'elle, un décor modeste, une valise dans un coin, quelques livres sur la table. Elle s'assit dans le seul fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « Monsieur Nash, je suis venu vous parler. Honnêtement, sans ma mère et ses plans. » Oliver s'assit sur le bord du lit. « Je vous écoute. » Virginia resta silencieuse, cherchant ses mots. « Vous allez me faire une proposition ?» Une question directe. Oliver ne s'attendait pas à une telle franchise de sa part. « Votre mère pense que je devrais. »« Et vous? Qu'en pensez-vous » Il la regarda. Ce visage froid et juste, ses yeux bruns, sans chaleur. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. Virginia sourit inopinément, tristement, lassement. « Vous êtes amoureux de cette fille de la blanchisserie, n'est-ce pas ?» Oliver se figea. Elle savait. « Toute la ville en parle, » continua Virginia. « Comment vous la rencontrez près de la rivière? Comment vous la regardez? Ma mère pense que c'est juste un caprice qui passera. Mais je vois, ça ne passera pas. Mademoiselle Brown, pas besoin de vous justifier. » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. « Vous savez, monsieur Nash, j'ai fait toute ma vie ce que ma mère voulait. Elle a fréquenté le pensionnat qu'elle avait choisi, portait les robes qu'elle approuvait et fréquentait les personnes qu'elle jugeait dignes. Maintenant, elle m'avait choisi un mari, et je devais accepter, car c'était la coutume. » Elle s'est retournée, les larmes aux yeux. « Mais je suis fatiguée. Fatiguée d'être la fille obéissante, la fiancée idéale, l'ornement de la maison. Je veux vivre. Ne pas exister selon les règles de ma mère, mais vivre. » Oliver se leva et s'approcha d'elle. « Que voulez-vous dire ?»« Que je ne vous épouserai pas, » répondit simplement Virginia. « Même si vous me faites une proposition. Parce que je mérite mieux qu'un mari qui pense à une autre femme. Et vous méritez mieux qu'une épouse choisie pour l'argent. » Oliver la regarda, stupéfait. Ce n'était pas la Virginia qu'il connaissait, froide, calculatrice, indifférente. Devant lui se tenait une femme qui avait brisé l'armure des conventions. « Votre mère, ma mère sera furieuse. Elle dira que je déshonore la famille, que je rate une excellente occasion, mais j'ai pris ma décision. » Virginia prit son sac à main et se dirigea vers la porte.
Je pars chez ma tante à Philadelphie, ce soir. Ma mère l'apprendra par la lettre que j'ai laissée. Mademoiselle Brown, en êtes-vous sûre? Elle s'arrêta sur le seuil, se retourna. Pour la première fois de ma vie, elle sourit. Allez voir votre blanchisseuse, monsieur Nash. Ne perdez pas ce qui vous rend heureux. J'ai déjà perdu trop d'années. La porte se referma et Oliver resta seul, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Virginia avait refusé, elle-même. Le plan s'était effondré. L'argent avait disparu. Sauver le domaine n'était plus une option. Mais au lieu du désespoir, il ressentit un soulagement. Un poids s'était envolé de ses épaules. La décision avait été prise pour lui. Il attrapa son manteau et sortit en courant de l'hôtel. Ses pieds le portèrent à travers la ville, devant des passants surpris, devant des magasins et des maisons, vers la blanchisserie. La porte était ouverte. À l'intérieur, Annie se tenait devant une cuve, lavant quelque chose à la main. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage rougi par la vapeur. Elle leva la tête, le vit et s'immobilisa. « Monsieur Nash, que s'est-il passé ?» Oliver s'approcha, lui prit les mains, sans prêter attention à l'eau savonneuse. « Virginia a refusé. Elle ne m'épousera pas. Elle quitte la ville. » Annie cligna des yeux, déconcertée. « Quoi? Comment? Pourquoi ?» « Parce qu'elle est plus intelligente que je ne le pensais. Parce qu'elle a compris que nous méritons tous les deux un véritable amour, pas un arrangement. »« Mais, votre domaine, les dettes, au diable le domaine !» Oliver l'attira plus près. « Au diable les dettes, le nom de famille, tout. Je ne veux pas sauver des pierres et des souvenirs. Je veux vivre, avec toi, ici, dans cette ville où je me sens vivant. » Annie le regarda, les yeux écarquillés. « Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. » Il s'agenouilla là, au milieu des cuves et du linge mouillé. « Annie, je ne peux pas t'offrir la richesse. Je ne peux pas te donner un domaine, un titre, une vie luxueuse. Je n'ai que moi-même. Un gentleman ruiné, avec les poches vides et un fardeau de dettes. Mais je t'aime. Je t'aime comme je n'aurais jamais cru pouvoir aimer. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient sur ses joues. « Vous êtes fou. Je suis une blanchisseuse. Je n'ai rien. » « Tu as un cœur, de l'honnêteté, un rire qui illumine le monde. C'est plus que tout l'argent du monde. » « Et votre famille, le domaine ?»« Je vais le vendre, payer les dettes. Ce qui restera nous suffira pour recommencer à zéro. » Annie s'agenouilla à côté de lui prit le visage entre ses mains. « Vous le voulez vraiment? Vivre ici, travailler, peut-être se battre pour chaque centime? » « Oui, si tu es à mes côtés. » Elle l'embrassa, passionnément, désespérément, avec toute la douleur accumulée et l'espoir. Il lui répondit, l'embrassant si fort, comme s'il craignait que ce ne soit un rêve. Quand ils se séparèrent, il riait et pleurait en même temps. « C'est de la folie, » murmura Annie. « La meilleure folie de ma vie, » répondit Oliver. Madame O'Malley, qui se tenait à la porte de l'arrière-boutique, essuyait ses larmes avec son tablier. « Enfin, je pensais que vous alliez tous les deux souffrir jusqu'à la vieillesse. » La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Le soir, tout le monde savait. Mademoiselle Virginia Brown était partie. Monsieur Nash avait demandé la blanchisseuse Annie O'Rourke en mariage. Le mariage serait modeste, sans faste ni richesse. Madame Brown envoya un mot, furieux, plein de reproches et de menaces. Oliver le lut, le froissa et le jeta. Harrington vint en personne, tenta de raisonner son neveu. Il cria qu'il se perdait, qu'il gâchait sa dernière chance, qu'il déshonorait le nom de famille. Oliver écouta calmement, puis dit « Mon oncle,
Vous avez vécu votre vie selon les règles. Et êtes-vous heureux? Regardez-vous, riche, respecté, seul. Je ne veux pas de ça. Je préfère être pauvre et heureux que riche et mort à l'intérieur. Harrington partit en claquant la porte. Mais 2 jours plus tard, il envoya un court mot. « Tu es fou, mais peut-être le bon fou. Bonne chance, neveu. » Oliver vendit le domaine. Il trouva un acheteur, un riche industriel de l'Est, qui voulait une résidence d'été. La somme couvrit toutes les dettes et laissa un peu d'argent pour commencer une nouvelle vie. Quand il se tint pour la dernière fois dans le salon vide du manoir, d'où tous les meubles avaient déjà été enlevés, il ne ressentit aucune amertume, seulement de la légèreté. Le passé l'avait libéré, et il avait libéré le passé. Le mariage eut lieu dans la petite église de Hartford Springs un matin de novembre. Annie portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, sans dentelle, sans perles, sans luxe. Ses cheveux étaient lâches, avec des feuilles d'automne et les dernières fleurs sauvages tressées dedans. Elle était magnifique. Oliver se tenait dans son meilleur costume, le même, usé, mais toujours décent. Il la regardait marcher vers l'hôtel, accompagnée de Madame O'Malley, et ne pouvait pas croire à son bonheur. Le pasteur Edwards les maria, et quand Oliver embrassa sa fiancée, des applaudissements éclatèrent dans l'église. Tout le monde était venu. Sean et sa femme Mary, Patrick, les voisins, les clients de la blanchisserie, même M. Wilson du magasin. La fête eut lieu directement à la blanchisserie. Madame O'Malley avait cuit une tarte, les voisins avaient apporté de la nourriture, quelqu'un avait apporté un violon. Ils dansèrent au milieu des cuves et des cordes à linge, chantèrent des chansons irlandaises, rirent aux larmes. Oliver dansa avec Annie, maladroitement, se décalant, mais joyeusement. Elle riait, corrigeant ses mouvements, et il pensait qu'il n'avait jamais été aussi heureux. « Tu ne regrettes rien ?» demanda-t-elle, alors qu'il tourbillonnait au son du violon. « De quoi ?»« Du domaine, de la richesse, de la vie que tu aurais pu avoir. » Oliver s'arrêta, prit son visage entre ses mains. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Tout le reste n'est que pierre et papier. » Annie se blottit contre lui, et ils restèrent au milieu des invités dansant, dans la petite blanchisserie où ils sentaient le savon et le bonheur. Oliver trouva un emploi, d'abord comme assistant à la banque de son oncle. Harrington grommela, mais l'embaucha. Puis, il commença à écrire des articles pour le journal local. De petites notes, des histoires sur la vie de la ville. Le rédacteur en chef les apprécia et Oliver devint un auteur régulier. L'argent était modeste, mais suffisant. Il louait des chambres au-dessus de la blanchisserie que Madame O'Malley leur avait louées presque gratuitement. 2 petites chambres avec des planchers inclinés et de vieux meubles. Mais pour eux, c'était une maison. Annie continua à travailler à la blanchisserie. Oliver s'y opposa au début, disant qu'il devait subvenir aux besoins de sa femme. Mais elle se contenta de rire. « Monsieur Nash, je ne suis pas habitué à rester les bras croisés. J'aime mon travail, et l'argent n'est jamais de trop. » Le soir, il s'asseyait à une petite table, dînant de plats simples, soupe, pain, légumes en ragoût. Ils parlaient de leur journée, faisaient des projets. Oliver écrivait ses articles, Annie raccommodait du linge ou tricotait. Une vie ordinaire de gens ordinaires. Et Oliver comprit. C'était ça, le bonheur. Pas dans le luxe, pas dans la position sociale. Dans ses soirées tranquilles, dans le rire de sa femme, dans les joies simples. L'hiver arriva tôt. Décembre apporta la neige et le gel. Oliver coupait du bois, allumait le poêle, et ses mains, habituées seulement à la plume et au livre, se couvrirent de callosité. Mais il ne se plaignait pas. Un soir, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit sous un tas de couvertures,
Annie posa sa main sur son ventre. « Tu sens ?» Oliver se figea. « C'est... toi ?» ?»« Oui. » Elle sourit dans l'obscurité. « Nous aurons un bébé à l'automne. » Il l'embrassa, enfouit son visage dans ses cheveux, et des larmes coulaient sur ses joues. Des larmes de bonheur, de gratitude. « Je t'aime, » murmura-t-il, si fort que parfois, je ne peux pas respirer. « Moi aussi, » répondit Annie. « Mon fou de gentleman, qui a échangé un domaine contre une blanchisseuse. La meilleure affaire de ma vie. » Au printemps, une lettre arriva, de Philadelphie, de Virginia Brown. Elle écrivait qu'elle vivait chez sa tante, étudiait la peinture, avait rencontré un jeune architecte qui la regardait comme si elle était la seule au monde. « Merci, monsieur Nash, » écrivait-elle, « de m'avoir libérée, de m'avoir montré qu'un choix est possible. Je vous souhaite, à vous et à votre Annie, tout le meilleur. » Oliver montra la lettre à Annie, et ils sourirent. Cela signifiait que tout s'était bien passé. Pour tout le monde. Un soir d'automne, alors que la pleine lune brillait sur Hartford Springs, une petite fille naquit. Rousse, aux yeux verts, avec un cri fort et de minuscules poings. Ils l'appelèrent Rose, en l'honneur des roses qui poussaient autrefois dans le jardin du domaine. Oliver tenait sa fille dans ses bras, debout près de la fenêtre, regardant la ville. Annie dormait, épuisée par l'accouchement. Madame O'Malley somnolait dans un fauteuil. « Tu sais, ma petite, » lui murmura-t-il, « ton papa était un idiot. Il courait après des fantômes, après des pierres, après ce qui n'a pas d'importance. Mais ensuite il a rencontré ta maman. Et elle m'a montré que la vraie richesse est ici. » Il serra la petite fille contre son cœur. Dans l'amour, dans la famille, dans ces petits moments de bonheur. Rose bâilla, fronça le nez, et Oliver rit doucement pour ne pas réveiller Annie. La vie suivait son cours. Oliver devint un journaliste réputé. Ses articles étaient publiés dans les journaux de plusieurs villes. Annie ouvrit sa petite blanchisserie. Madame O'Malley avait vieilli et lui avait transmis l'affaire. L'argent était toujours modeste, mais suffisant. Ils ne vivaient pas dans le luxe, mais il ne manquait de rien. Ils élevèrent leur fille, riaient, se disputaient, se réconciliaient, s'aimaient. Et quand, des années plus tard, quelqu'un demandait à Oliver s'il regrettait le choix qu'il avait fait à Hartford Springs, il répondait toujours la même chose. « Je suis venu dans cette ville pour épouser de l'argent. Et je suis reparti avec une fille sans dot. Mais elle m'a donné plus que toute richesse. Elle m'a donné la vie. Une vie vraie, honnête, heureuse. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Annie, en entendant ces mots, souriait toujours et lui prenait la main. Ils s'asseyaient sur le porche de leur petite maison, regardant le coucher de soleil, se tenant la main. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Un gentleman et une blanchisseuse. Un amour sans calcul, sans profit. Juste l'amour. Et à Hartford Springs, où tout le monde connaissait tout le monde, leur histoire se transmettait de bouche à oreille, sur la façon dont parfois les meilleures décisions sont les plus folles. Sur le fait que le bonheur ne s'achète pas. Sur le fait que le véritable amour vaut tous les sacrifices. Et sur le vieux chêne près de la rivière, où ils s'étaient embrassés pour la première fois, il y avait une inscription gravée. O plus E. Pour toujours. Il est temps d'expliquer pourquoi j'ai écrit cette histoire. Dans un monde où les mariages arrangés étaient la norme, et au milieu du XIXe siècle, il l'était effectivement, l'histoire d'Oliver et Annie ressemble à un petit acte de résistance. Pas héroïque, pas révolutionnaire. Personne n'a pris d'assaut les barricades, n'a changé les lois, n'a appelé les masses à se soulever contre le système. Juste une personne qui a choisi le bonheur plutôt que le devoir. C'est tout.
Mais cela n'a pas changé le monde. Des milliers d'autres Oliver ont épousé leur Virginia. Ils ont vécu dans des maisons respectables, ont élevé des enfants, ont respecté les convenances. Ils se réveillaient chaque matin aux côtés d'une personne étrangère, souriaient au petit déjeuner, discutaient poliment au dîner. Et ils sont morts sans jamais savoir ce que c'est que d'être vraiment vivant. L'histoire d'Oliver n'a rien changé à grande échelle. La société a continué à vivre selon ses règles. Les mariages arrangés ont eu lieu encore 100 ans après cela. Ils se font encore quelque part. Mais 2 vies ont changé. Celle d'Oliver et d'Annie. C'est peu? Oui. C'est suffisant? Parfois. Parce que le monde ne change pas par un grand bouleversement. Il change par des milliers de petits actes de courage personnel. Quand quelqu'un dit non à ce qu'on attend de lui et oui à ce qui le rend vivant. Nous sommes toujours confrontés à ce choix. Les formes sont différentes. Au lieu d'un mariage avantageux, une bonne carrière, un partenaire prometteur, une vie qui a l'air bien sur Instagram, mais qui brûle de l'intérieur. Et de l'autre côté, ce qui appelle, ce qui fait peur, ce que les parents ne vont pas approuver et que les amis ne comprendront pas. Entre le correct et le désiré, il y a toujours un gouffre. Et chacun décide pour soi quel prix il est prêt à payer. Oliver a payé avec son patrimoine, sa position, sa fierté familiale. Il a obtenu une vie avec la femme qu'il aimait. C'était un accord honnête. Il ne le regrettait pas. Du moins, j'espère le croire. Je n'appelle pas à tout abandonner pour l'amour. Je ne dis pas que le choix d'Oliver est le seul bon. Pour certains, il est juste de choisir la stabilité, le devoir, la raison, et de vivre ce choix avec dignité. Mais cette histoire est un rappel que le choix existe. Que la cage, même dorée, reste une cage. Que parfois, il vaut la peine de prendre des risques. Et que le bonheur de 2 personnes est aussi important. Qu'il ne sauvera peut-être pas le monde, mais il les sauvera.